leave, bitch! Les deux McLaren sont disqualifiés. Verstappen est toujours dans le fight. Et à skip, Horner pourrait aller chez Aston Martin, mais je parlerai pas de ça aujourd'hui. Donc on va se focaliser sur ce qui s'est passé à Vegas. Et si le GP n'a pas brillé plus que ça par son action en course, bien qu'il y avait une portion de la course qui était un petit peu agitée, le début, oui. Les heures qui ont suivi après, par contre, elles étaient très prenantes. Donc on va débriefer ça, pépouze, tranquillement, posément, mais juste avant... En direct du grand magasin où la Black Week est à son paroxysme avec le... Ça lâche ma jambe! Avec monsieur Vend des trucs, gérant du grand magasin au lit qui est pas du tout un Vacheron Constantin rebrandé. Alors, ça vend de la poudre? Ah oui, on réalise vos rêves les plus doux chez Oli, avec le nouveau goût barbe à papa et le retour de Bubblegum Butterfly, Frosty Fox, Woodruff Wolf, bref, on retourne en enfance. On a aussi des gros deals de réduction qui s'appliquent toute la semaine. Le 24 par exemple, on a de la réduction de 20% sur l'IC, le 25 sur l'hypohydratation, le 26 sur l'énergie, le 27 sur les milkshakes. Et bien évidemment, on a plein de goodies de ouf baiser sa mère pour chaque palier d'achat et on a même un hoodie. Un hoodie, ma gueule. Et oui, effectivement, on est en duplex avec Clippy du montage qui a le hoodie en question. Tu confirmes c'est bien, mon champion? C'est le feu. Hoodie offert pour chaque commande de plus de 66 € jusqu'à épuisement des stocks. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez tenter de gagner le jackpot, une sucette en or d'une valeur de 50 000 € ou 3 pièces en or valeur de 10 000 € chacune. Plus d'infos sur le site avec le lien en com épinglé. Ça goûte... Ah boule la sucette, enculé! Bang, bang. Je tombe, je meurs. Si seulement elle avait su qu'il n'y avait pas eu besoin de recourir à la violence, mais juste utiliser le code Clippy. Pour 10% de réduction supplémentaire sur tout le rachat. Blé. Bref, je suis Clippy d'Aclip, bienvenue dans Garage Talks. Alors avant d'entrer dans le vif, énorme félicitations à Dorian Pain pour son titre en F1 Academy et énorme courage pour la suite. Soit-elle en monoplace ou en voiture de sport, de mémoire elle est FIA grade Silver, donc je veux dire c'est pas rien. Et oui, en s'imposant en course 1 et en profitant de la malédiction Ferrari, RIP Maya, et en finissant P5 si je ne m'abuse à la seconde course, la française devient la seconde championne F1 Academy et, si le prix est toujours le même, a donc une saison tout frais payée en Formule 3 Grande-Bretagne. Et une fois que la poussière de la F1 Academy était retombée, une fois que c'était terminé, il était temps pour les grands du sport automobile mondial de se la donner sur le strip à Las Vegas. Et après une qualif mouillée, tellement mouillée qu'elle en faisait couper le moteur Ferrari, mais ça je suppose que c'est la faute des pilotes, ils ont qu'à la fermer, Johnny Boy. Et le fait qu'on ait habituellement à Vegas une piste qui soit froide, parce qu'il fait froid la nuit dans le désert, le saviez-tu, qui permet donc généralement aux pilotes de plus taper dans leurs pneus, Vegas c'est toujours une course où il y a de quoi regarder, on se fait pas trop chier. Alors la course c'est pas dans le désert, Vegas c'est la ville, le désert c'est un peu plus loin. C'est bien, mais les températures ambiantes en ont rien à secouer de tes précisions géographiques. Ce week-end encore, après avoir vu quelques gros scalps se faire fumer en Q1, ne pas faire de blagues sur le fait que Lewis soit rincé, ne pas faire des blagues sur... Mais c'est marrant quand même, parce que rincé, pluie, eau, un peu comme s'il était physiquement rincé, tu comprends? Mais en vrai, cette année, Vegas, c'était pas si ouf. Énorme force à ceux qui ont mis un réveil ou qui ont décidé de ne pas dormir pour regarder la course. Moi, j'ai catch la rediff sur F1 TV quand je me suis réveillé, tranquillement, pépouze. Après, je me suis réveillé à 7h30 pour une fois, tu vois, donc pour un dimanche... Ah non, ouais, d'habitude, c'est plus 11h30. Mais cette année, au final, on s'est un petit peu fait chier. Pas trop non plus, parce que Norris, au départ, va essayer de squeeze Verstappen contre le muret des stands. C'est un peu le move signature de Verstappen, quoi. Mais au final, va plus émuler le move signature de Ricardo Rosset au virage 1, c'est-à-dire de pas rester sur la piste. Ah oui, c'est un jutsu ancien, ça. Et du coup, s'ensuit ce qui a, selon moi, été le fil rouge le plus intéressant de la course, c'est-à-dire voir Norris remonter jusqu'à arriver sur Russell, buter presque sur Russell, demander à la radio s'il avait le droit de passer, pour qu'on lui dise « Ouais, vas-y !» Quoi, on lui aurait dit non, c'est bizarre de dire à quelqu'un « Est-ce que tu veux que je le passe dans le DRS ?» ou genre quoi? C'est quoi l'alternative? T'attends qu'il se plante? C'est Russell, hein. Russell, quand il fait rien, il finit P3, Mais quand on te dit oui, quand on te dit va chercher Verstappen, alors soudainement le gap s'ouvre et t'as perdu 20 secondes. Ah no risk, no reward. Un jeu de mots à forte teneur humoristique anglophone. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé à Lando de lift and coast. Vous savez, cette action de genre relâcher l'accélérateur loin avant, enfin loin, toute proportion gardée bien sûr, avant la zone de freinage, quand à laisser la voiture ralentir naturellement avec la traînée. C'est généralement plus un truc qu'on utilise pour sauvegarder un petit peu d'essence. Ça peut aussi être un truc qu'on utilise quand on a des problèmes de frein. Et c'est ce que les commentateurs semblaient impliquer. Bon, il va devoir gérer, il perd un temps fou, il finit tout de même P2. Et bien que Verstappen l'emporte, c'est fini, je perds mon blast de Nostradaclip, Pirja n'est donc pas Spider-Man. On se retrouve au Qatar pour...
Attendez une minute, pourquoi il y a autant de notifications sur les écrans qui sont hors champ? Pourquoi les garages McLaren sont-ils fermés avec les espèces de paravents de merde? Pourquoi ça me murmure des mots sur une potentielle infraction dans l'oreillette que je n'ai pas? Effectivement, va s'en suivre là une période d'attente tendue, mais des plus tendues comme j'en ai pas vécu depuis mon dépistage VIH. Une période où on s'est tenu la main, certains d'espoir, d'autres d'inquiétude. Et au final, les deux pilotes McLaren ont été disqualifiés pour usure de planche excessive. Fichtre, me voilà bien démuni. Alors la planche Kezako, parce que je sais qu'on a de plus en plus de nouveaux viewers, hein, le sub count fait que monter, et que parmi ces nouveaux viewers, il y a des gens qui sont nouveaux par rapport au sport aussi. Alors qu'est-ce que c'est justement que cette planche? C'est quoi l'histoire de la planche? Pourquoi il y a une planche sous la voiture? Alors les planches sous les Formule 1, c'est pas des planches en bois comme t'achètes chez le roi Merlin, c'est des planches en composite qui sont quand même faites avec du bois, hein, à savoir du bois de hêtre. Donc ce connard sur TikTok qui m'a dit qu'il n'y avait pas de bois dans les planches en bois sous les voitures, eh ben il peut aller se faire... Je pense à ça régulièrement quand j'entends parler des planches et Donc c'est du bois de hêtre qui est super compressé avec diverses résines. Bon, donner une certaine résistance à l'abrasion et à la chaleur, hein. Éviter que la planche prenne feu, ce serait pas mal. Les planches sont aussi munies de ce qu'on appelle des skid blocks, c'est des petites glissières faites en titane. C'est pour ça qu'il y a autant d'étincelles quand les voitures passent sur des bosses. Et le but final, c'est avec cette planche qui est fixée sous toutes les voitures, de limiter la hauteur de sol minimale. Parce que plus tu runs la voiture proche du sol, plus tu augmentes les perfs liés à l'effet de sol. Donc ça veut dire plus de grip. Ça peut aussi vouloir dire plus de marsouinage, etc. Il y a une certaine limite, on va dire, à ne pas dépasser. Mais il y a un gain de perf non négligeable à aller chercher plus bas. Vous imaginez pas à quel point 1 ou 2 mm de garde au sol en moins, c'est du temps en moins. La planche fait 10 mm d'épaisseur et la FIA prévoit une usure maximale d'1 mm. Ou plutôt, il doit rester au minimum, au niveau des points de mesure, 9 mm de planche. Et après vérif, se trouve que les McLaren étaient effectivement au-delà de l'usure autorisée. On parle de tout petit chiffre, hein, on est dans le 8.9 quelque chose, mais les règles sont les règles et tu peux pas trop appliquer de flexibilité, on va dire, sur ce genre de beau. Ah, scandale! Ça veut dire que McLaren triche et c'est des voleurs et depuis le début, en fait... Ta gueule. McLaren, à l'instar des 9 autres équipes sur la grille, exploite le règlement au maximum. Ils cherchent à être au plus proche de la limite, mais un peu à l'instar de Ferrari en Chine, ils ont dépassé cette limite. On pourrait penser à une bête erreur d'exploitation, ou on peut aussi théoriser que ça a à voir avec ce qu'on a entendu après la Q1 au Brésil, comme quoi il y aurait quelques équipes qui auraient trafiqué leurs planches avec des skid blocks spéciaux. Oui, comme quoi en fait ils auraient utilisé un titane différent, un titane à expansion thermique, c'est tarpin la classe. Et sans trop rentrer dans les détails parce que c'est compliqué quand même, le bail ce serait logiquement de minimiser au maximum l'usure de la planche tout en renant la voiture le plus proche du sol possible. Bon, la FIA aurait constaté ces skid blocks, ces dispositifs illégaux dès la Q1 et, dans la plus pure tradition FIA, aurait demandé aux équipes qui les avaient de les enlever et ensuite se sont dit ce serait peut-être bien d'avoir une règle pour ça. Donc ils ont enforcé une règle qui n'existait pas, ou en tout cas qui n'existait pas encore. J'ai rien à dire. Mais j'ai une théorie qui se base sur de la poudre de, non pas perlimpinpin, ni même d'Oli Énergie que vous pouvez choper avec le code Clippy. Ah! Niquez ceux qui ont skippé l'intégration. Mais on n'a pas eu de news réelles ou tangibles sur quand ces dispositifs-là sont apparus. Soit la FIA a constaté leur existence en Q1, au Brésil. Et ça faisait combien de temps que les équipes qui les avaient exploitaient justement ces dispositifs-là? Est-il possible que parmi les équipes qui utilisaient ce dispositif-là, il y avait McLaren, et qu'ils ont pu gérer au Brésil parce que la garde au sol était suffisamment haute, bien que le Brésil c'est un circuit assez bosselé, donc ça reste... Et comme Loris était loin devant déjà de base, disons qu'il avait plus moyen de gérer. Il aurait pu se permettre de lift and coast un peu plus, de prendre un peu moins fort certaines sections pour moins user la planche. Mais arriver à Vegas, sans ces dispositifs-là, ou même si c'est juste une simple erreur d'exploitation, en étant au T1 incapable de conserver l'avantage, et en ayant donc face à lui une remontada à faire, il a peut-être tapé beaucoup plus que de raison dans la planche, avec une garde au sol qui était peut-être beaucoup trop basse pour pouvoir se permettre de taper comme ça dedans. Peut-être que le plan initial c'était gateway propre, ou P2, et ensuite tu gères, parce que c'est déjà arrivé que des équipes sortent avec des voitures dont la garde au sol était borderline et instruisent les pilotes de pas passer certaines sections à fond. Là tout de suite, je pense à Red Bull en 2023 ou 24, à Spa, on a demandé à Verstappen d'utiliser sa tête et d'arrêter de prendre le combo eau rouge raidillon à fond, parce que justement ça risquait d'entraîner une trop grosse usure de la planche. Mais là, vu le départ catastrophique, Lando aurait pas eu d'autre choix que d'attaquer, ergo d'user la planche de trop, et seulement en mi-course ou en fin de course commencer à gérer la planche, ce qui est un de phrase quand même. Encore une fois, on fait plus de gestion en Formule 1 qu'en WEC maintenant. Bref, gérer la planche en fin de course, au risque que ce soit trop peu,
trop tard. Peu importe que cette théorie soit fumeuse, valide ou entre les deux, parce que vous savez, il y a tout un spectre de nuances à garder dans tout ça, les McLaren ont été disqualifiés. Et la défense McLaren, ça a été que l'usure était plus élevée que prévu parce que la voiture marsouinait largement au-delà de leurs attentes. Bon, moi, ce que j'entends là, c'est un aveu d'échec, hein, ça veut dire on n'a pas roulé avec le plein et on s'est fait baiser par notre propre run plan, parce que les autres équipes, elles ont eu le même problème que tout le monde avec les sessions écourtées, donc ça marche pas comme circonstance atténuante. Et que ce soit vraiment ça, ou que ce soit un simple problème d'exploitation, dans tous les cas, c'est un problème d'exploitation qui fait mal, parce que ça relance le championnat très très fort, avec un Verstappen à 24 points. Bon alors, je vais pas vous mentir, je sais plus vraiment comment écrire ma storyline. Oui, d'un point de vue narratif, je suis vachement content que ce soit relancé et qu'on ait un fight encore serré jusqu'aux 2 dernières courses. Mais le truc, c'est que après l'impressionnante mais insuffisante remontada de Verstappen au Brésil, je vous ai demandé, est-ce que vous croyez au miracle? Ne répondez pas à la question, mais en votre fort intérieur, est-ce que vous croyez au miracle? Il y en a parmi vous qui ont quand même répondu parce que vous aviez pas compris que c'était encore une rêve à tête de l'assaut, mais c'est pas grave. Do you believe in miracles? Now, I don't need y'all to answer that question for me. Mais le truc, c'est que, est-ce que vous croyez au miracle ou, couplé au nom de la section, It's the Hope That Kills, qui est du coup le catalyseur qui amène à une discussion qui est similaire à la fin de la saison 1 de Ted Lasso, ça plus le fait que je dise que mon foreshadowing est pas forcément positif, c'est parce que, spoiler pour la fin de la saison 1 de Ted Lasso, appuie 3 fois sur flèche droite si tu veux skipper ça, l'équipe perd, ils sont relégués. Et donc en prenant vaguement le rôle de Ted, et en m'adressant plus aux fans de Red Bull qu'aux viewers en général, je nous amorçais une fin amère au fil rouge que j'ai commencé à dresser. Je nous préparais à une fin amère et vaillante où on s'était battu jusqu'au bout. Bon, on s'était battu jusqu'au bout, faut se comprendre. Hein. Nous, on était là à se pignoler devant nos écrans, mais tu vois ce que je veux dire. Mais là, le truc, c'est que je suis plus sûr de rien. Parce qu'avec 2 grands prix et un sprint, et notamment un grand prix où le plus gros avantage McLaren, la conservation des pneus, a été balayé, puisque au Qatar, on aura 2 arrêts obligatoires, ce qui, à mon humble avis, est une expérimentation qui avait à voir avec le fait qu'il proposait 2 mandatory pit stop pour la saison prochaine, que ça n'a pas été retenu parce que justement il faudrait qu'on expérimente un peu plus, qu'on voit un peu plus si ça marche. Alors pourquoi pas le faire là où on l'avait déjà fait il y a 1 ou 2 saisons de ça, parce qu'on a une excuse toute trouvée, alors que je suis persuadé que Pirelli peut ramener les bons pneumatiques, hein, ils peuvent ramener des pneus plus durs et puis c'est tout. Mais non, du coup on va forcer les pilotes à s'arrêter 2 fois, ce qui veut dire que tu peux plus taper dans tes pneus, le talent peut s'exprimer un petit peu plus. Bref, fallait voir la vidéo que j'ai faite sur pourquoi 2 arrêts ne serait pas une si mauvaise chose. Et soyez sympa, arrêtez de dire que c'est de la merde quand vous avez pas la moindre idée de si c'est de la merde ou non, nom de Dieu. Il peut y avoir du très bon comme il peut y avoir du très mauvais, mais putain, à la seconde où ils introduisent quelque chose de nouveau, non, c'est nul. C'est nul parce qu'avant, en Formule 1, on faisait pas ça. Oui, mais avant, il y avait 40 secondes de retard entre la P1 et la P4, qu'il y avait la moitié de la grille qui finissait en panne aussi. Vous êtes sûr que vous voulez regarder avec des lunettes de nostalgie des courses qui étaient premier degré, plus chiantes, mais qu'on a balayé tous les aspects chiants parce que, ouais, mais Prost v Senna quand même. Les quelques privilégiés qu'avait F1 TV, allez regarder genre des grands prix entiers. Il y en a quelques-uns hein, de diffusés sur F1 TV en entier, hein, années 80-90. Allez-y. Dites-moi si c'est mieux, hein, vraiment. Hein. Genre vraiment. Spoiler, je trouve qu'on a fait quand même pas mal de progrès, moi, et on se fait pas autant chier qu'on le croit. Je pense qu'il y a une question d'attente vis-à-vis de la réalité qui est pas la même, parce que le marketing, hein, exactement comme vous arrivez dans certains jeux en pensant que ça va être des simulations pur jus, alors que... Oh, ça c'est une vidéo, ça c'est pour une autre fois, ça. Bref, ça pour dire qu'on est à l'abri de rien, parce que l'avantage McLaren, il est plus ou moins balayé au Qatar. Et on parlerait d'un autre pilote, 24 points, on dirait... Ah, c'est compliqué, je pense pas qu'il peut vraiment le faire. Sauf que là, on parle de Verstappen et du coup, même ceux qui disent non, il y arrivera pas, quelque part, ils sont un petit peu inquiets derrière parce que Verstappen, aimez-le, détestez-le, sucez-le, c'est un ovni, c'est une anomalie. Et pour être honnête, moi, les anomalies, généralement, ça m'emmerde. Mais il est très fort et il arrive à exploiter sur les mauvais week-ends, comme les grands exploitent sur les mauvais week-ends. Et la preuve que c'est vraiment une putain d'anomalie, parce qu'il y a un autre pilote qui a exactement 24 points, dont on parle beaucoup moins finalement, c'est Piastri, que vous avez tous déjà enterré. Pour des raisons que je peux estimer valides. Genre, sincèrement, en voyant son manque de forme, je peux comprendre. Après, le Qatar, c'est un circuit qui est réussi, en général. Mais Piastri, il est là aussi. Hein, suffirait qu'il ait 2 bons week-ends et que Norris se manque, qu'il y ait une mauvaise exploitation de son côté du garage, on inverse sa vapeur très vite. Après, il y a aussi le fait que Verstappen, il a un moteur neuf, celui qui date du Brésil. Truc qui est controversé parce que, comme je vous l'avais dit au Brésil, justement, le fait d'avoir un moteur neuf maintenant et en ayant que
3 courses à rouler dessus, enfin 4 techniquement, ça veut dire que tu peux le runner dans un bien plus haut setting, à demander plus de puissance au moteur parce que t'as pas besoin qu'il fasse autant de courses. Exactement comme le moteur d'Hamilton fin 2021, qu'il avait lui aussi pris au Brésil d'ailleurs. D'ailleurs, la prise du moteur de Verstappen au Brésil, elle est un peu controversée, pas tant vis-à-vis du règlement, parce que vis-à-vis du règlement, ce qu'ils font c'est légal, y a pas de problème, mais vis-à-vis de l'esprit des règles. Bon après, comme dirait Ross Brown, hein, ne vous souciez pas de l'intention, lisez la règle. Mais en gros, quand Red Bull swap de moteur au Brésil, ils le font pour un gain de performance. Le fait d'avoir un moteur frais, dont on peut demander plus de puissance parce que on le fait tourner moins longtemps comparé aux autres moteurs que tu fais runner sur toute la saison, c'est un gain perfo. Mais qu'est-ce s'en cache pas. Mais le règlement prévoit pas ça réellement. Normalement, quand t'introduis des nouveaux composants, c'est pour des raisons de fiabilité. Le problème, c'est que sur le papier, il n'y a pas de différence de fait si t'introduis un moteur pour des raisons perfo ou pour des raisons de fiabilité. Et du coup, il n'y a pas de complication au niveau de la cost cap moteur ou quoi que ce soit outre mesure. Et le fait est que ça, c'est à la FIA de revoir ses règles parce que là, pour l'instant, ça sert Red Bull, oui, mais soit McLaren, Aston Martin ou Alpine, n'importe qui peut faire ça maintenant. C'est pas un avantage injuste que Red Bull s'est octroyé. Par contre, c'est vrai que dans ce scénario spécifique, bah, c'est contre-productif pour McLaren de prendre une pénalité de 20 places maintenant pour changer tout le moteur des deux voitures à 2 courses de la fin, sachant qu'il est très important pour eux de maximiser leurs points. Enfin, je dis maximiser leurs points. En vrai, Norris, il finit 2e à Verstappen à toutes les courses, il reste champion. Voilà. En vrai, j'ai pas regardé plus que ça les scénarios. Hein. Je vais pas vous monter le sauciflard. Hein. Le scénar pour la fin de saison, j'en ai pas. J'ai pas réfléchi, j'ai pas fadé les stats, j'ai pas crunch les datas. Voyez ça comme de la fatigue de ma part. On est en fin de saison, j'ai jamais été aussi caféiné que ça dans ma vie. Et bordel, je suis bien content de plus faire week-end review parce que c'était un autre rythme hein, quand même. Même si bon là c'est une édition spéciale, vous l'avez un lundi. Ouh. Mais j'ai pas de scénar pour la fin de saison. J'ai pas de. Alors si Verstappen gagne tout et que la vérité c'est fou qu'on soit encore si hype pour la picture championnat. Je peux pas dresser de scénario, je vais pas compter des points mais comme lui, on verra ça une course à la fois. Un pas à la fois, un coup à la fois, un round à la fois. Et au fond de moi, je me dis que s'il est pas champion, s'il va pas la chercher, alors que au fond des tripes, hein, je pense qu'il va aller la chercher, et j'ai parié une montre avec ma femme là-dessus, donc c'est peut-être bien qu'il aille la chercher, tu vois. Mais je me dis que si Lando est champion, malgré toutes les déconvenues, et malgré le nombre d'erreurs d'exploitation McLaren tout au long de l'année, il le mérite complètement. Et je serai pas là à sauter sur le wagon de la haine si Norris, il est champion, parce qu'il ne mérite pas. Parce que vous avez une haute opinion de vous. Hein. Vous savez qui mérite le titre et qui le mérite pas. Un peu comme Felipe, hein, dont j'ai décidé de pas parler finalement, mais ça aurait dû être là. Entre ça et Horner, ça aurait dû être la 3e partie. Mais ouais, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Garage Talk un peu plus bref que 2 parties cette fois-ci, qui a été aussi rédigé dans la hâte. On est encore dimanche là, on est après le Grand Prix. J'aime bien quand les Grands Prix sont le matin parce que j'ai le temps d'écrire. Revoyez-nous sur Twitch. Cette semaine, on a une semaine chargée parce qu'on a du Project Motor Racing à se fader pour faire une vidéo en fin de semaine. Touche du bois. Les codes Oli Energy pour soutenir la Black Week là, c'est genre vraiment masse promo. Il y a des trucs cool. Le hoodie, ne serait-ce que le hoodie, il vaut le coup. Putain. Il y a le jeu concours dont vous trouverez le règlement en description parce que il y a des thunes engagées, etc. Donc faut faire les choses propres. Il y a un règlement légal. Comme d'habitude, si vous avez des problèmes vis-à-vis du règlement ou genre vous avez une réclamation à faire, n'oubliez pas que je ne suis pas la marque. Je suis juste quelqu'un qui promouvoit. Non, mais je dis ça parce que à l'époque où il y avait du kart à la F1 avec AGS, il y a des gens qui venaient me voir moi comme quoi c'était ma faute si le site marchait pas. Voilà. Je préfère vous lire. C'est pas moi qui fais tout ça, c'est pas moi qui organise. Faut voir directement avec Oli si vous avez quelconque question ou problème. Surtout qu'ils sont généralement plutôt disponibles. Pareil, la vidéo sur le volant Benetton qui est juste derrière moi, elle est retenue dans le pipeline parce que priorité à l'information, priorité au Garage Talks. Le car, il est toujours en cours d'écriture. Vie de ma mère qui sortira sûrement après la saison. Donc, au mieux, 2e semaine de décembre, pardon. Ce qui me laisse très peu de temps pour finir la quadrologie que j'avais promis avant la fin 2026. Peut-être une extension, hein, avant février. Avant la fin 25. Oh, je sais plus moi-même. Bref, c'était Clipida Clip. Bisous.